Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, donc on va reprendre la suite de l'étude des design patterns. Je rappelle que pendant les deux dernières séances, nous avons l'occasion d'introduire les design patterns, puis de faire la classification des design patterns, notamment avec la classification Goff, qui consiste à classifier les patterns en trois catégories. Donc, il y a la catégorie création, la catégorie structure et la catégorie comportement. Et puis nous avons commencé à étudier quelques patterns de chaque catégorie. Nous avons commencé d'abord par étudier le pattern stratégie. Ensuite, nous avons étudié la dernière fois également le pattern observer. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie structure. Donc vous voyez donc les patterns stratégie et observer, c'est deux patterns qui font partie de la catégorie comportement. Alors aujourd'hui, on va essayer d'étudier donc quelques patterns de la catégorie structure. Je vais commencer d'abord par le pattern décorateur. Et ici, le temps le permet, donc on va essayer de voir également le pattern composite. Voilà. Alors on va commencer d'abord par le pattern décorateur. L'une des définitions du pattern décorateur, c'est de dire le pattern décorateur permet d'attacher, donc il permet d'attacher dynamiquement, donc déjà attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Alors techniquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez un objet, un objet il a un comportement. Et son comportement, c'est ses méthodes. Par exemple, quand vous créez un objet C, à un moment donné, quand vous appelez la méthode opération, c'est-à-dire quand vous mettez C.opération, donc vous déclenchez le comportement de cet objet, vous exécutez un traitement de l'objet, et à un instant donné, quand je fais encore C.opération, cet objet-là, il va exécuter le comportement initial, plus d'autres comportements qu'on peut ajouter dynamiquement. C'est-à-dire l'idée principale, un objet, au moment donné, à un instant donné, il sait faire des choses, mais dans un autre instant donné, il sait faire plus de choses. C'est une façon un petit peu si vous voulez, de rattacher dynamiquement, ajouter des fonctionnalités à un objet de manière dynamique. Alors c'est difficile de comprendre un peu comment ça va se passer. On va essayer donc de voir comment on peut attacher dynamiquement les responsabilités à un objet. Alors statiquement on sait le faire parce que côté statique, c'est-à-dire si vous voulez rattacher de manière statique des responsabilités supplémentaires à un objet, on utilise l'héritage. C'est-à-dire vous créez une classe qui hérite d'une autre classe et puis vous ajoutez des comportements, vous ajoutez des méthodes ou bien vous pouvez redéfinir les méthodes, mais ça c'est de manière statique. Alors nous, maintenant, on voudrait pouvoir ajouter des responsabilités à un objet de manière dynamique, c'est-à-dire au moment de l'exécution, en utilisant des techniques que nous allons essayer de découvrir. Alors donc c'est une alternative à la dérivation, c'est-à-dire à l'héritage. L'héritage, sauf que l'héritage c'est un autre moyen qui permet d'ajouter un comportement à une classe ou bien à un objet, créer des classes dérivées. Mais sauf que l'héritage, la dérivation c'est statique. Statique, ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle classe. Alors ici, donc, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle classe. Comment directement dans l'application, je peux ajouter des responsabilités additionnelles à un objet sans passer par la dérivation. Voilà, alors comment on va faire? Alors, pour comprendre, si vous voulez, le fonctionnement de ce pattern, nous allons si vous voulez, mettre en situation le problème à travers un exemple. Alors voilà l'exemple sur lequel on va essayer de travailler. Je reviens ici, voilà. Alors l'exemple d'application sur lequel on va essayer de travailler est le suivant. Alors, l'exemple annonce que Starbucks Coffee
C'est une chaîne qui a fait un nom, devenant la plus importante chaîne de salons de café aux États-Unis à l'époque. Donc ça, c'est une supposition. Et cette chaîne-là, il offre des boissons aux clients. Et donc, dans la première version de son application, de son business model, quand les clients arrivent, on va leur demander quel type de boisson que vous voulez. Et après, il y a différents types de boissons. Par exemple, Columbia, Sumatra, Deca, Espresso, etc. Donc, c'est-à-dire le premier modèle de l'application, c'était ça. C'est-à-dire, on voudrait créer des boissons. Il existe différents types de boissons. Donc, chaque boisson a une description et chaque boisson a un prix, c'est-à-dire un coût. Alors, dans le premier modèle qui a été créé au début, c'était ça, un modèle très simple. On va créer, en fait, on a créé une classe abstraite boisson. Et puis, on va utiliser l'héritage. Donc, pour chaque type de boisson, on va créer une classe dérivée. Donc, et du coup, donc, vous avez donc Columbia, c'est une classe qui hérite de boissons, Sumatra, Deca, etc. Et puis, on redéfinit la méthode coût de chaque boisson en fonction du type de boisson. Alors, ça, c'est un modèle au départ qui a marché. L'application a fonctionné. Alors, sauf que par la suite, il y a une contrainte qui va s'ajouter. Alors, c'est quoi la contrainte? Donc, ça, c'est le modèle initial. Donc, ça, c'est un modèle initial qui a été créé. Et puis, c'est-à-dire, il y a une contrainte qui va s'ajouter. Alors, la contrainte est la suivante. C'est-à-dire, en plus du café, ou bien d'une boisson, vous voulez permettre au client de commander des ingrédients, c'est-à-dire des suppléments. Alors, parmi les ingrédients, donc on va avoir par exemple du lait, du caramel, chocolat, sirop, vanille, noisette, etc., etc. Donc, caramel, la crème chantilly, etc. Donc, ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est que on voudrait permettre, c'est-à-dire au client, de choisir une boisson. Par exemple, il va dire je veux un Sumatra. Donc ça, c'est une boisson. Par exemple, je veux un composant, c'est-à-dire une boisson de type Sumatra. Mais après, je veux une Sumatra avec de caramel, chocolat et noisette. C'est-à-dire que le client, il peut composer des ingrédients. Ça, c'est ce qu'on va appeler par la suite des décorateurs. En fait, ces décorateurs doivent être facturés. Alors, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui va choisir un Sumatra avec caramel, chocolat, noisette, le prix de la boisson va être calculé en fonction du supplément. Donc, ça, c'est le problème. Alors, une fois que ce problème est posé, en fait, on va essayer de commencer à chercher une solution. Alors, l'une des premières solutions qui peuvent peut-être tomber en tête, c'est-à-dire en partant de ce modèle-là, je voudrais intégrer cette possibilité d'ajouter des ingrédients. Alors, la première solution à laquelle sans doute il ne faut pas penser, mais ça peut venir en tête, c'est de penser à faire ce qu'on appelle une explosion combinatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à créer beaucoup de classes bêtement. Par exemple, Columbia chocolat, Espresso caramel, Sumatra chocolat, etc. Ça veut dire que vous allez commencer à faire ce qu'on appelle la combinaison. Donc, vous avez différents types de boissons et je vais essayer donc de créer différents types de boissons en composant, en faisant de la combinaison avec les ingrédients. Alors, vous êtes bien d'accord que cette solution-là, c'est la solution à laquelle il ne faut jamais penser. C'est-à-dire que quand vous ajoutez des classes juste parce que vous allez commencer à faire de la combinaison entre différents paramètres, alors ça, c'est pas, vous allez avoir une explosion de classes dérivées. Donc, ça, c'est pas bon. Alors, la deuxième solution à laquelle, donc ça, c'est pas bon. Alors, la deuxième solution à laquelle vous allez penser, c'est celle-là. C'est de dire,
En fait, je vais revenir à la classe boisson et je vais modifier le code source. Déjà, on va modifier le code source de la classe boisson. Et dans la classe boisson, on va ajouter des attributs de type booléen. Par exemple, lait, caramel, chocolat, chantilly. Donc, c'est-à-dire tous les ingrédients, je dois les déclarer comme étant des propriétés de la boisson. Et si vous faites ça, vous allez commencer à écrire le code de ce genre le code de cette classe. Vous allez par exemple dire, bon, la classe boisson a une description. Et puis donc il y a des attributs lait de type booléen, caramel, chocolat, chantilly. Donc ça les suppléments ou bien les ingrédients. Et puis vous allez définir la méthode coût. Alors dans la méthode coût de la classe boisson, vous allez commencer à calculer le prix par exemple des ingrédients. Alors vous allez faire des tests. Par exemple, vous allez initialiser le prix des ingrédients à 0. Et après, si vous dites si le lait est égal à true, c'est-à-dire si le client a choisi par exemple d'ajouter du lait, on va ajouter par exemple 2. C'est-à-dire le prix des ingrédients égale le prix plus 2. Si caramel égale à true, on va ajouter par exemple 1. Si chocolat égale à true, on va ajouter 1,5. Et si chantilly égale à true, par exemple, on va ajouter 0,5. Alors ici, on va retourner le prix des ingrédients. Et puis, quand on va créer, par exemple, la classe Espresso, donc Espresso, c'est une classe qui va hériter de la classe Boisson. Alors, bien sûr, dans le constructeur, on va définir la description. Par exemple, dans notre cas ici, c'est Espresso. Et puis, on va ici donc redéfinir la méthode coût. La méthode coût de la classe Espresso. Alors, la méthode coût de la classe Espresso, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner super.coût. C'est-à-dire, on va faire appel à la méthode coût de la classe boisson, ce qui permet de calculer le prix des ingrédients, plus on va ajouter le prix de espresso. Par exemple, le prix de espresso, ça va être 6 plus le prix des ingrédients. Alors, avec ce genre de solution, vous allez commencer à créer, par exemple, un objet espresso. Vous affichez le coût. Si vous faites boisson.set caramel égale à true, boisson.set chantilly true, ça veut dire que vous allez composer ici une boisson avec caramel et chantilly. Alors forcément, quand vous affichez vous appelez la méthode coût, vous allez avoir le coût de espresso auquel on va intégrer par exemple le coût du caramel et de la crème chantilly. Alors ça, c'est l'une des solutions à laquelle vous pouvez également penser. Mais si vous regardez bien cette solution, d'après vous, quels sont les problèmes et quels sont les inconvénients de cette solution? À ce moment, on peut ajouter des ingrédients nouvelles. Voilà, très bien. Donc déjà, la première des choses, c'est que ici, vous avez, à chaque fois qu'il y a un nouvel ingrédient, il faut modifier le code source. Il faut ajouter des ingrédients, il faut encore ajouter des if dans votre code. Donc ça veut dire que vous avez une application qui est ouverte à la modification. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouvel ingrédient, il faut modifier le code source. Donc c'est pas bon comme solution. Est-ce que vous voyez un autre inconvénient? La tarification en dur. Alors la tarification, la tarification en dur. Donc ça c'est pas forcément une bonne. À la rigueur, ça peut être lié à une base de données, oui. Donc ça c'est pas forcément une bonne solution parce que les prix des ingrédients peuvent changer. Donc ici on peut penser à les paramétrer. Mais est-ce que vous ne voyez pas un autre... Supposons que le problème de tarification, on va le régler avec une base de données. Le code est lent. Le code est lent, oui. Monsieur, je vois beaucoup d'if. Beaucoup d'if. Alors déjà, nous avons dit la dernière fois qu'on voyait if, il faut s'arrêter. Parce que il faut se poser la question quand Oui, exactement. Nouvel ingrédient, il faut... Voilà. Quoi d'autre? Monsieur, je peux vouloir ajouter le caramel ou bien le lait 2 fois, 3 fois, 4 fois, ainsi de suite. Voilà, tout à fait. Alors par exemple, ce modèle-là ne permet pas par exemple, à un client de composer, de dire, je veux par exemple un espresso double chocolat.
ou bien triple chocolat. C'est-à-dire, on ne peut pas composer c'est-à-dire la quantité de suppléments. Avec son modèle, si le client vous demande je veux double chocolat, vous allez lui dire je suis désolé, l'application ne le permet pas. Ou tout simplement, vous lui faites double chocolat, mais vous ne pouvez pas la facturer. Donc, alors, en gros, donc, vous voyez donc ce modèle, ce genre de modèle également, c'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que quoi qu'il peut résoudre le problème en partie, mais ça reste une application qui est ouverte à la modification. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel ingrédient, donc on aura besoin de modifier le code source, donc c'est pas forcément bon. Ok? Alors, après, on va essayer de dire comment est-ce qu'on va résoudre ce problème. Eh bien, si vous voulez résoudre ce problème, nous allons penser justement à utiliser le pattern décorateur. Alors justement, nous allons voir dans la suite de cette présentation comment le pattern décorateur peut régler ce genre de problème. Alors, d'abord, ce qu'on cherche à faire, c'est que, alors, le pattern, alors je cherche un espace libre. Ok. Alors, notre modèle est le suivant. Donc, nous avons le modèle de base dans lequel nous avons la classe boisson. Donc, c'est une classe abstraite qui est ici, on va déclarer une description. Nous aurons une méthode abstraite coût qu'on va redéfinir dans les classes dérivées. Et nous aurons une méthode getDescription qui permet de retourner la description. Et puis donc nous allons créer des classes dérivées. Donc nous avons les différentes boissons. Donc ça c'est les composants. Par exemple Sumatra. Alors Sumatra, c'est une classe qui va hériter de boissons et qui va redéfinir la méthode coût. Parce que la méthode coût, c'est une méthode qui est abstraite. Ensuite, Espresso. On redéfinit la méthode coût, etc. Alors, DK. Et la méthode coût, etc. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on voudrait, voilà le modèle principal, et on voudrait pas toucher ce modèle. C'est-à-dire ça, c'est une application qui existe déjà. On veut corriger le problème, on veut donner la possibilité d'ajouter des ingrédients à la boisson sans toucher le code source. Alors, si vous voulez faire ça de manière dynamique, eh bien, on va créer un décorateur. Alors, en fait, un décorateur, il est défini comme ça, comme étant une classe. On va l'appeler décorateur. Décorateur boisson. Alors, décorateur boisson, c'est une classe également abstraite. Alors, un décorateur permet de décorer une boisson. Alors, vous voyez donc, un décorateur, quand on crée un objet décorateur, on le fait, c'est pour décorer une boisson. Ça veut dire, ici, il y a une relation, une agrégation avec boisson. Ici, vous avez une relation de type 1. Ça veut dire tout simplement que dans décorateur, on va déclarer un objet boisson. De quel type? De type Boisson. De type boisson.
Ça veut dire un décorateur, c'est un objet qui permet de décorer une boisson. Alors, et puis, on va définir différents types de décorateurs. Ici, donc, il y a caramel, par exemple. Caramel, c'est un type de boisson. Plutôt de décorateur. Chocolat. Etc. Noisette. Alors tout ça, c'est des décorateurs. Jusqu'à présent, vous voyez donc ça, on est en train de définir des décorateurs indépendamment du modèle. Alors maintenant, avec ce modèle-là, on peut créer un décorateur qui permet de décorer une boisson. Donc ça veut dire que si vous le laissez comme ça, vous allez avoir un décorateur, par exemple, l'utilisateur, il peut commander par exemple un espresso, et puis on va décorer espresso avec du caramel. Et c'est tout, c'est-à-dire on ne peut pas ajouter autre chose. Alors maintenant, dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est que on crée par exemple, on va créer une boisson B, ok? Et puis on va la décorer comme ça, avec par exemple un objet caramel. Et puis le décorateur, on peut créer un autre décorateur. Vous voyez, je peux créer par exemple un décorateur, par exemple chocolat. Alors, vous voyez donc le décorateur chocolat permet de décorer caramel, et caramel va décorer la boisson. Et ensuite, je peux créer un autre décorateur qui est par exemple noisette. Lui, noisette, il va décorer chocolat. Chocolat va décorer caramel et caramel va décorer boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre modèle ici, un décorateur permet de décorer une boisson, mais un décorateur permet également de décorer un autre décorateur. Donc, autrement dit, le décorateur permet de décorer une boisson. La boisson, ça peut être soit Sumatra, ça peut être espresso, ça peut être Deca, comme ça peut être un autre décorateur. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, pour résoudre ce problème, nous allons avoir, en fait, la classe décorateur. C'est une classe également qui va hériter de la classe boisson. Alors, si la classe décorateur hérite de la classe boisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un décorateur permet de décorer ici, permet de décorer une boisson. Une boisson peut être également un décorateur. Ça veut dire qu'un décorateur permet de décorer une boisson qui peut être un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore une boisson. C'est-à-dire, on va avoir cette chaîne d'objets. On va avoir par exemple un décorateur qui est noisette, qui va décorer chocolat, qui va décorer caramel, qui va décorer encore caramel, qui va décorer encore noisette, et qui va décorer la boisson B. Vous voyez donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer une liste chaînée d'objets. Ça veut dire que ici, le noisette va décorer chocolat, qui va décorer caramel, qui va décorer caramel, qui va décorer noisette, et je peux ajouter autant de décorateurs que je veux. Dans ce cas-là, et quand j'appelle la méthode coût de l'objet, eh bien la méthode coût de l'objet, il va retourner le coût de noisette, plus le coût de chocolat, plus le coût de caramel, plus le coût de caramel encore, plus le coût de noisette, plus le coût de la boisson. Alors ça c'est l'idée principale. Donc ce qui fait que ce que vous voyez là devant vous, c'est tout simplement le diagramme de classe du design pattern décorateur.
Alors, vous voyez donc le pattern décorateur, il définit une classe qui va décorer, il y a une agrégation, il y a une relation de type 1 à 1, mais en même temps, le décorateur hérite de la classe, de la classe boisson, c'est-à-dire hérite du composant. Alors, nous allons voir à travers la démonstration comment ce modèle-là, il permet de résoudre le problème. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur. Moi, j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ok. Oui, monsieur, c'est clair, mais il y a un collègue qui a des noms. Alors, Ok. Alors, s'il a Dans le des chat. noms, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'il ne peut pas parler, le collègue qui a écrit non? je pense pas parce qu'il l'a écrit dans le chat. Ah, ben, ça veut dire qu'il ne peut pas parler. Donc, on ne peut pas savoir c'est quoi sa question. Si vous permettez de mieux expliquer le mécanisme d'abord de ça, comment ça marche. Oui, alors c'est tu ce vois. que je vais expliquer exactement. Parce que la plupart de nous, ils ne pensent pas à le mécanisme du site machine, par exemple, comment ça marche. Tu choisis. Quelle machine? Euh, Normalement, on parle ici d'un mécanisme d'une machine de café. Non, c'est pas une machine. C'est juste un diagramme de classe. Oui, c'est un diagramme de classe, mais alors Oui. l'exemple que tu as montré. Oui, oui, ça montre un moyen de décorer les boissons. Ok, alors voilà ce que je vais faire justement pour apporter plus de détails. Je vais essayer de faire l'implémentation et on va essayer de commencer d'abord par créer ce modèle initial. Et puis nous allons voir comment créer comment le décorateur permet de résoudre ce problème. Regardez. Alors, je vais créer un projet. Vous arrivez à voir sur l'écran intelligé, oui. Alors, je crée un projet Java. Alors, Java, que je vais appeler Deco App. Alors, c'est un projet Java Maven classique, comme d'habitude. Alors, dans ce projet-là, on va commencer par créer le modèle initial. Alors, je supprime ce package-là. Alors, je vais créer d'abord notre modèle dans lequel il y a la classe boisson. Alors, boisson. Alors, je vais créer un package que je vais appeler, voilà, les boissons. Boisson.boisson. Alors, une boisson, dans notre cas d'abord, c'est une classe abstraite qui est définie par d'abord une description. La description. Et puis, il y a une méthode abstraite Q. Alors, ici, public abstract double Q. Ça veut dire que je suppose ici, dans la classe boisson, je ne peux pas savoir comment calculer le coût de la boisson, parce que le coût de la boisson, ça va dépendre de type de boisson. Donc, on a préféré ici utiliser une méthode abstraite. Alors, en plus, donc ici, on va ajouter la méthode getDescription. Ici, donc, il y a l'attribut, on va ajouter le getter getDescription. Voilà. Alors, ça, c'est la première classe. Donc, c'est la classe de base que nous avons ici. 1. Alors, maintenant, je vais créer, par exemple, la classe Espresso. Alors, la classe Espresso. Monsieur, Oui. l'attribut description, c'est pas mieux de le mettre en protective et le retirer. Alors, oui, tout à fait. Juste, je ne veux pas le mettre maintenant pour voir un peu déjà pourquoi il faut le déclarer protected. D'accord? D'accord. Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Alors, ici, Espresso extend boisson. Donc, on va hériter de la classe boisson.
Alors bien sûr, il faut juste rappeler quand on hérite d'une classe une méthode abstraite, il faut redéfinir la méthode abstraite. Bon, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais redéfinir la méthode abstraite coût. Voilà, d'un côté. Alors ici, donc, je vais faire quelque chose de plus simple. Je suppose que je connais le prix de Espresso, on va dire. Le prix d'Espresso, par exemple, c'est 12. Ok. Le prix de Espresso, c'est 12. Alors, en même temps, dans le constructeur de Espresso, je veux définir la description. C'est-à-dire, à chaque fois que je crée un objet Espresso, je suppose que la description égale Espresso. Alors, comme vous pouvez le constater ici, donc quand j'écris description, ça c'est en rouge, ben, il m'indique que je n'ai pas le droit d'accéder à l'attribut description. Pourquoi tout simplement je n'ai pas le droit d'accéder? Parce que description, il est privé. Donc, il est privé à la classe boisson. Donc, vous savez qu'un attribut qui est privé, ça veut dire que il n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe. Donc, je ne peux pas y accéder à partir de la classe dérivée. Vous voyez, donc la classe Espresso hérite de boisson, il hérite description, mais il n'a pas le droit d'accéder directement. Alors, c'est pour cela que, généralement, quand vous avez une classe abstraite, alors si vous voulez donner la possibilité aux classes dérivées d'accéder aux attributs d'une classe abstraite, donc au lieu d'utiliser private, on va utiliser protected. Donc je rappelle que protected, ça veut dire quoi? Protected, ça veut dire que cet attribut-là, il peut être utilisé à l'intérieur de la classe, mais également on peut l'utiliser dans toutes les classes dérivées. C'est-à-dire toutes les classes qui vont hériter de la classe boisson ont le droit d'accéder directement à cet attribut-là, mais également toutes les classes se trouvant dans le même package. C'est-à-dire toutes les classes qui se trouvent dans le même package auront le droit d'accéder aux attributs qui sont protected. Donc ça c'est une pratique courante. Souvent quand on a une classe abstraite, ça veut dire que quand on crée une classe abstraite, ça veut dire on va créer des classes dérivées. C'est-à-dire on va créer des classes qui vont hériter de cette classe. Et donc quand il y a des classes qui vont hériter de la classe, souvent ils ont besoin d'accéder aux attributs. Donc le meilleur moyen c'est de les garder protected, comme ça on ne va pas obliger les classes dérivées de passer via les getters et setters pour accéder aux attributs privés. Voilà, donc ça c'est la classe Espresso. Alors on va faire la même chose pour créer, par exemple, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer la classe, quoi d'autre? Sumatra. Alors Sumatra. Alors Sumatra, on va juste changer ici Sumatra. Et là, on va supposer que le prix de Sumatra, c'est par exemple 14. Je fais la même chose, CTRL-C, CTRL-V, DK. DK. Le prix, par exemple, 15. Alors, on suppose que ça, c'est l'application telle qu'elle a été créée au départ. Alors, si on teste, si on crée une application pour tester cette application, par exemple, test. Alors, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est que je peux déclarer un objet de type boisson. Voilà. Donc, un objet de type boisson. Et je peux, à un moment donné, écrire boisson égale. Alors, quand je mets égal, ça veut dire que je peux créer un objet de type DK. Je peux créer un objet de Espresso, Sumatra. Pourquoi? Parce que c'est des classes qui vont hériter de la classe boisson. Alors, ici, donc, je vais mettre new boisson, new Espresso. Espresso. Et puis, une fois que je crée l'objet Espresso, je vais afficher, par exemple, boisson.getDescription. Et j'affiche boisson.coût. Alors, c'est tout ce que je peux faire. C'est-à-dire, quand je crée un objet boisson, je peux voir sa description. Vous voyez, donc getDescription, il permet de retourner la description. Et je peux voir le coût. Alors, bien sûr, le coût, ça va dépendre de type de classe instanciée. Alors, ici, donc, il va nous retourner le coût d'un objet de type Espresso.
Alors si on exécute jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer à faire, à donner des boissons. Et tout ce qu'on peut faire maintenant avec ça, le client, quand il va composer une boisson, on va lui dire voilà le prix de la boisson. Mais s'il me dit je veux par exemple ajouter le noisette, caramel, tout ça, je vais lui dire je suis désolé, je peux pas. Pourquoi? Parce que le modèle il est figé. Ici, donc je crée mon diagramme de classe ici. Voilà, donc ici donc mon modèle, j'ai que ça. Pour le moment, je peux créer une application qui permet de créer différents types de boissons. Sumatra, Deca, Espresso. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà, je vois des pouces, 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 pouces. Ça veut dire c'est clair. Bon, s'il y a un commentaire, vous me le dites parce que je ne vois pas les commentaires. Alors maintenant, ça c'est l'application qui marchait déjà. Alors maintenant, je voudrais donner la possibilité à l'application de créer Espresso. Une fois que je crée Espresso, je voudrais le décorer avec des décorateurs. Alors, comment je peux le faire? Eh bien, je vais tout simplement pour ajouter la possibilité de décorer la boisson avec des ingrédients, eh bien, je vais utiliser le pattern décorateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le pattern décorateur? Le pattern décorateur, il vous dit, vous créez une classe. Donc, on va créer un package qu'on va appeler décorateur. On va créer une classe qu'on va appeler décorateur. Décorateur. Boisson. Donc, c'est-à-dire, c'est une classe qui permet de décorer les boissons. Alors, d'abord, un décorateur permet de décorer une boisson. Un décorateur permet de décorer une boisson. Ça veut dire ici dans la classe décorateur, on va déclarer un objet de type boisson ici. Alors attendez, je ferme ça. Donc ici, on va déclarer un objet de type boisson. Alors la même chose ici, donc je vais le déclarer protected. Protected boisson. Alors jusque là, c'est une simple composition. Donc un décorateur permet de décorer une boisson. Et l'autre partie du modèle, c'est quoi? C'est que un décorateur, vous voyez donc ici par exemple, ici j'ai noisette. Noisette décore un objet espresso. Ici. Donc c'est-à-dire un décorateur permet de décorer une boisson. Mais par exemple ici caramel, dans notre cas ici le caramel il décore quoi? Il décore Un décorateur. Voilà, il décore noisette. C'est-à-dire ici dans notre cas ici un décorateur qui décore un décorateur. Là par exemple un décorateur qui décore un décorateur. Un décorateur qui décore un décorateur. Ça veut dire que ici on est dans la situation un décorateur peut décorer un décorateur qui peut décorer un décorateur qui peut décorer un décorateur qui peut décorer un décorateur et à la fin la boisson. Alors maintenant, comment on peut avoir cette possibilité-là? Comment avoir cette possibilité d'enchaîner ce qu'on appelle de créer une liste d'objets chaînés? C'est très simple. L'astuce, c'est que la classe décorateur elle-même, il va hériter de la classe boisson. Ça veut dire que la classe décorateur, il va utiliser une composition avec la boisson, mais en même temps, il va utiliser l'héritage. Il va hériter le boisson. Alors, ça veut dire, dans ce cas-là, un décorateur peut décorer une boisson qui peut être un décorateur comme il peut être une boisson.
Et donc, avec cette situation-là, on peut résoudre le problème. Alors, c'est ce qu'on va montrer. Regardez. Alors, ici, donc, j'ai l'objet boisson. Donc, ici, donc, je vais créer un constructeur. Un constructeur qui permet d'initialiser la boisson. Alors, en fait, c'est ça, l'agrégation, si vous voulez. Ici, constructeur, générer constructeur. Un constructeur avec paramètres. Alors, je déplace ça ici. Voilà. Donc déjà, ça c'est important de dire que pour créer un décorateur, il faut lui transmettre une boisson. Un décorateur permet de décorer une boisson. Alors ça c'est typiquement le cas de ce qu'on appelle une agrégation. Alors ici donc, et puis je vais définir maintenant je vais définir les décorateurs concrets. Ok. Alors je vais définir caramel, chocolat, noisette, tout ça. Alors je crée la classe chocolat. Alors chocolat, extend, boisson. Pas boisson, c'est décorateur. Voilà. Alors bien sûr, quand vous héritez de boisson, la première des choses qu'il faut d'abord le constructeur. Avec paramètres, c'est normal. Parce que la classe boisson possède un constructeur avec paramètres. Il n'y a pas de constructeur sans paramètres. Ça veut dire que la classe chocolat également doit définir un constructeur avec paramètres. Ici, donc, pour créer un chocolat, je dois lui préciser une boisson. Donc, un chocolat permet de décorer une boisson. Alors ici, donc, j'appelle super de boisson. C'est-à-dire, j'appelle le constructeur de la classe décorateur. Et le constructeur de la classe décorateur, ben, il va tout simplement initialiser la boisson. Alors, maintenant, la deuxième des choses, c'est que quand on hérite de la classe boisson, alors déjà, bon, je pense que j'ai oublié de quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié de terminer ici? C'est l'héritage, c'est bien ça. Donc j'ai voilà, il me faut l'héritage, tout à fait. Donc ici, la classe, le décorateur permet de décorer une boisson qui peut être également une boisson. Voilà, c'est ça l'astuce du pattern décorateur, c'est-à-dire un décorateur permet de décorer une boisson et le décorateur lui-même peut être décoré, c'est-à-dire le décorateur peut être également une boisson. Alors ici donc quand on hérite de la classe boisson, il y a une méthode abstraite Q. Bah, il va nous demander de la redéfinir, mais moi je ne vais pas la redéfinir. Pourquoi? Parce que je vais définir cette classe abstraite. C'est pour cela que le décorateur lui-même il est abstrait. Mais par contre, quand je crée chocolat qui hérite de décorateur, alors bien sûr décorateur hérite de boisson. Qu'est-ce qu'on hérite de boisson? On hérite une méthode abstraite. Donc ça veut dire que la classe chocolat doit redéfinir la méthode Q. Voilà, il faut la redéfinir, obligatoire. Alors maintenant, voilà l'astuce. C'est que quand vous créez un objet chocolat, si vous appelez la méthode Q de chocolat, alors la méthode Q de chocolat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner par exemple le Q du chocolat qui est par exemple 1,5 plus quoi? Le code du boisson. Voilà, plus le Q de la boisson. Et ici donc boisson. Et j'appelle la méthode Q. Voilà. Alors ici donc quand j'appelle la méthode Q de chocolat, il va me retourner le prix du chocolat plus le prix de la boisson qu'il décore. Donc autrement dit, je vais avoir ici cette situation. Quand j'appelle
la méthode coût de noisette, il va me retourner le prix du noisette plus le prix de la boisson. Et si j'appelle la méthode coût du caramel, il va me retourner le prix du caramel plus le coût de noisette. Et le coût de noisette lui-même, il va encore ajouter le coût de la boisson. Bon, ça veut dire que ici, donc, c'est une façon de créer ce qu'on appelle une liste d'objets chaînés. C'est-à-dire un objet qui fait appel à un objet. Donc, vous avez une chaîne d'objets. Et donc, voilà, la méthode coût de noisette ici fait appel à la méthode coût de chocolat. La méthode coût de chocolat fait appel à la méthode coût de caramel, qui fait appel à la méthode coût de caramel encore, de noisette, etc. Voilà. Alors, on va essayer de voir comment ça va se passer. Alors, la même chose pour la description. Alors, je vais redéfinir la méthode getDescription. GetDescription. Alors ici, donc, la méthode getDescription d'un chocolat. Quand j'appelle la méthode getDescription de chocolat, il va me retourner la description de la boisson, c'est-à-dire boisson.getDescription, plus on va ajouter au chocolat. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un espresso, il va me retourner espresso au chocolat. Alors, sauf que ici, vous voyez ici donc la méthode getDescription, je ne suis pas obligé de la redéfinir. Ok? Alors, pourquoi je ne suis pas obligé de redéfinir la méthode getDescription? Parce que la méthode n'est pas abstraite. Bon, c'est-à-dire ici, donc, la méthode getDescription n'est pas abstraite. Ce n'est pas le cas de la méthode coût qui est une méthode qui est abstraite. La méthode coût, je suis obligé de la redéfinir. Alors maintenant, la question que je vous pose. Alors, la classe ici, la classe décorateur boisson hérite. Qu'est-ce qu'elle hérite de boisson? Il hérite une méthode abstraite qu'il faut redéfinir, mais il hérite une méthode qui n'est pas abstraite. Alors, la classe décorateur boisson est une classe abstraite. Du moment qu'elle est une classe abstraite, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de redéfinir les méthodes abstraites. Mais par contre, les classes concrètes qui vont hériter de la classe décorateur boisson seront obligées de redéfinir la méthode coût. Donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, la question maintenant que je vous pose, c'est ça. C'est comment je peux obliger, par exemple, la classe chocolat à redéfinir la méthode getDescription. Exactement comme coût. Parce que je suppose qu'à chaque fois que je crée un décorateur, je dois redéfinir la méthode coût et la méthode getDescription. C'est-à-dire cette méthode que j'ai supprimée ici. Sauf que ici, je ne suis pas obligé de la redéfinir, mais moi, je voudrais obliger les décorateurs à redéfinir cette méthode. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Abstract. Alors, Oui, abstract, oui, mais où est-ce que je vais définir abstract? Dans boisson. Chocolat. Alors, si vous revenez vers boisson et vous mettez ici la méthode abstract, ça veut dire que vous allez modifier, vous serez obligé de modifier le code source de la première application. Alors nous, on ne veut pas toucher, c'est-à-dire il y a une version V1 qui est déjà créée, qui marche, mais on veut créer le décorateur, mais sans toucher l'application ancienne. Donc, create an interface, has description. Où est-ce qu'on va la mettre? On implement pour chaque classe, on implement has description. Alors, bon, votre collègue, il pense à, par exemple, la classe décorateur va implémenter une interface, par exemple, qu'on va appeler descriptable, des choses comme ça, dans laquelle on va définir la méthode getDescription. Et comme ça, on est obligé de redéfinir la méthode getDescription. Ouais, c'est une solution. Mais il y a une solution plus simple encore. Si je vois qu'on peut le mettre directement dans
le décorateur directement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est exactement ça. C'est dans la classe décorateur, j'hérite une méthode qui n'est pas abstraite, mais je peux la redéfinir. Je vais la redéfinir, je fais get description. Et donc, vous voyez, donc c'est override. Mais quand je fais override, je peux la rendre abstraite. C'est-à-dire, je peux mettre ici abstract. Et ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas que ce genre de possibilité, c'est-à-dire cette possibilité existe dans l'orienté objet. Ça veut dire que je peux hériter une méthode qui n'est pas abstraite de base, et dans la classe dérivée, je peux la rendre abstraite. Et bien justement, c'est ce que je fais là. Donc je redéfinis la méthode getDescription, mais je la rends abstraite. Et si je la rends abstraite, vous allez voir maintenant que chaque classe qui hérite de la classe boisson, il est obligé de redéfinir maintenant getDescription. Alors ici, donc, si vous regardez l'erreur, il vous dit il faut implémenter la méthode getDescription. Maintenant, c'est une obligation, sinon la classe ne sera pas compilée. Et dans notre cas ici, donc getDescription va retourner boisson.getDescription plus au chocolat. Voilà. Alors je fais la même chose, donc je vais créer d'autres décorateurs. Je vais créer par exemple noisette. Alors noisette, c'est un décorateur. Donc ici, décorateur boisson. Je redéfinis le constructeur. Attendez. CTRL Z. Voilà. Je redéfinis les méthodes coût et description et il me faut le constructeur. Voilà. Donc j'ai le constructeur, j'ai la méthode coût et getDescription. Donc la méthode coût, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner le prix de noisette, par exemple 1,9 plus le prix de boisson. Voilà. Ici, par contre, la description, il va retourner la description de la boisson à laquelle on va ajouter noisette. Voilà. Donc, getDescription, c'est-à-dire la boisson à la noisette ou noisette. Alors, je fais la même chose donc pour un troisième chocolat. J'ai déjà chocolat, noisette, caramel. Ben, je fais tout simplement CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, caramel. Alors, caramel, ici, donc, j'ai le constructeur, pas de problème. La méthode coût, je suppose que caramel, c'est par exemple 2,1. Et la description ici, on va mettre au caramel. Voilà, alors, vous allez voir que ce problème va, cette solution va nous régler le problème. Alors, je reviens à l'application ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, j'ai une boisson. J'ai créé un espresso. Ok? Je reprends si vous voulez. J'ai une boisson. Quand je déclare un objet boisson, ça veut dire que je peux mettre n'importe quel type de boisson. Alors ici, donc, je vais initialiser. C'est-à-dire, le client, il me demande, je veux par exemple un Sumatra. New, plutôt un espresso. Voilà. Donc, je clique sur le bouton espresso. Il y a l'objet espresso qui va être créé. Alors maintenant, après, si j'affiche boisson.getDescription et j'affiche boisson.coût, il va bien sûr m'afficher. J'ai ici espresso, le coût c'est 12. Alors maintenant, le client me demande, je veux espresso et chocolat. Donc je vais faire quoi? Je vais écrire boisson. À quoi est égal boisson? Alors je vais vous expliquer ça avant d'écrire ce code. Regardez. Alors ici, donc, je vais créer, j'ai cette situation. Donc, je vais créer
je vais déclarer un objet de type boisson. Boisson B. Alors boisson B, ça veut dire tout simplement c'est une variable qui permet de représenter une boisson. Et puis je vais écrire ici B égale new espresso. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer? New espresso, ça veut dire ici, c'est-à-dire notre variable B, il va pointer vers un objet de type espresso. Donc ici, je vais avoir ici un objet espresso. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je voudrais décorer. Et après, donc, si vous voulez, je voudrais décorer espresso avec, par exemple, chocolat. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire B. À quoi est égal? Égal new chocolat. Regardez. Donc B égale new chocolat. Donc je vais créer un objet chocolat. Mais vous savez que quand je crée un objet chocolat, je dois lui transmettre la boisson. Donc il permet de décorer. Donc notre chocolat va décorer cette boisson-là. N'est-ce pas? Et bien tout simplement, je vais écrire new chocolat de B. Alors ça veut dire quoi? Alors B, c'est-à-dire B, il va pointer vers quoi à nouveau? Un chocolat. Il va pointer vers un objet chocolat. Mais le chocolat, il permet de décorer, il permet de décorer la boisson B. Et B, c'est quoi? C'est un espresso. Donc, autrement dit, je vais avoir... Alors, oh, c'est pas ce que je veux faire. Bon, j'ai raté. Alors, je reprends. Alors, ici, donc, j'ai boisson B. Alors, ça veut dire que j'ai une variable B qui permet de représenter une boisson. Pour le moment, cette variable, elle est nulle. C'est-à-dire, il n'y a aucun objet. Alors ensuite, je vais faire B égale new. Vous désactivez votre microphone, s'il vous plaît? Voilà. Ça joue bien. Vous désactivez le microphone? C'est NS, c'est ça? Alors, donc, pour le moment, donc, B, il ne représente aucun objet. Donc, si vous mettez B égale new espresso, eh bien, vous créez un objet espresso, comme ça. Et la référence, l'adresse mémoire de espresso, on va la mettre dans B, tout simplement. Je vais faire la gomme, c'est-à-dire au lieu de nul, ici, je vais avoir, je vais avoir l'adresse de espresso. Donc j'ai cette situation. Alors, maintenant, le client me dit, je veux espresso au chocolat. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur chocolat. Et quand je clique sur chocolat, je vais juste mettre B. C'est-à-dire le nouveau B va représenter, c'est-à-dire le B, il va représenter maintenant un objet chocolat. New chocolat. Mais quand je crée un objet chocolat, je dois lui transmettre, qu'est-ce qu'il va décorer? Il va décorer la boisson actuelle. Et c'est quoi la boisson actuelle B? B actuellement, il représente l'espresso. Je vais mettre ici B. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que je fais new chocolat. Je crée un objet chocolat.
et je sais que dans l'objet chocolat, vous avez un attribut de type boisson. Vous voyez? Et donc, cette boisson-là, c'est quoi? C'est B. Alors, c'est quoi B? B pour le moment, c'est espresso. C'est-à-dire cette boisson-là, il va pointer vers espresso. Et puis, à quoi est égal le nouveau B? Le nouveau B, ça représente la référence de chocolat. C'est-à-dire, maintenant, cette variable-là, ben, il va plus pointer vers ça, mais plutôt, il va pointer vers chocolat. Donc, B, il représente chocolat, mais chocolat va décorer, va pointer vers espresso. Et puis, je veux encore faire, par exemple, je vais faire caramel. C'est-à-dire, je veux avoir chocolat et caramel. Et bien, je fais la même chose. B égale new caramel. De quoi? De B. Ça veut dire, je crée encore un objet caramel. Alors, l'objet caramel, bien sûr, c'est un décorateur, donc il va décorer une boisson. Alors, c'est Monsieur, quoi? je pense qu'il va décorer un décorateur Voilà. qui va décorer le boisson. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? exactement. Exactement. Alors ici, donc, caramel, il va décorer B. Or, B actuellement, c'est quoi? C'est chocolat. Donc, ça veut dire que cette boisson-là, elle va décorer ce chocolat. Et maintenant, B, ça devient un nouveau caramel. C'est-à-dire, ici, je prends de la gomme. Maintenant, notre nouveau B, c'est ça. Etc. Donc maintenant, si j'appelle B.coup, vous voyez donc j'appelle coup de quoi? De caramel. Et la méthode coup de caramel, il va faire appel à la méthode coup de chocolat. Et la méthode coup de chocolat va faire appel à la méthode coup de espresso. Et là, on règle le problème. Donc c'est ce que je vais avoir ici. Maintenant, j'ai un espresso. Je voudrais le décorer avec, par exemple, du chocolat. Donc, je vais faire boisson égale new chocolat de boisson. Alors, si vous affichez maintenant la description, c'est-à-dire si vous mettez get description et get coût, et le coût, vous voyez donc au début, alors je vais mettre un séparateur. Alors, si vous exécutez, vous voyez ici au départ c'est espresso 12, c'est-à-dire l'interface graphique. Quand je clique sur boisson, ça va m'afficher 12. Mais si je clique encore sur chocolat, ça va m'afficher espresso au chocolat, voilà 13,5. Alors, où est-ce qu'on a 13,5? Parce que chocolat, il va retourner 1,5 plus le prix de la boisson. Et je peux ajouter monsieur, encore. Oui, s'il vous plaît, une question. oui. Comment est-ce que l'on peut retirer également de façon dynamique? Alors ça, c'est autre chose. Pour le moment, on va construire d'abord. Et ça, c'est un exercice. C'est-à-dire, quand vous pouvez ajouter, vous pouvez également supprimer. Donc, on va y revenir tout à l'heure, ok? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Alors maintenant, je vais encore dire, le client, il me dit, je veux espresso au chocolat en noisette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore écrire boisson, encore, égale new noisette de boisson. Alors si j'affiche encore la description et le coût, voilà ce que je vais avoir. Vous voyez donc au début j'ai espresso au chocolat, après c'est plutôt espresso tout court, après l'interface il va m'afficher espresso au chocolat 13,
Et après, espresso au chocolat aux noisettes. Et puis le client, il me dit, je veux double chocolat. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais lui dire encore, boisson égale new chocolat de boisson. Alors, j'affiche la description. Et ben, ça me donne espresso au chocolat, aux noisettes, au chocolat. Caramel. Boisson égale new caramel de boisson. J'affiche. Ben, le client, il va recevoir quoi? Il va recevoir un espresso au chocolat, aux noisettes, au chocolat, au caramel. C'est-à-dire, il y a double chocolat qui va être facturé. Il y a noisette et caramel. Et après, s'il vous dit, je veux triple chocolat, vous lui dites, il n'y a pas de problème. Ben, je vais décorer encore avec des chocolats. Et j'affiche. Et donc, vous voyez, donc ici, grâce au pattern décorateur, nous sommes en train, nous avons initialement un objet, espresso, qui retourne une description et un coût, et on va le décorer, on va lui ajouter dynamiquement des responsabilités, c'est-à-dire, je vais lui ajouter la possibilité d'ajouter en plus de sa description, la description du chocolat, d'ajouter le prix du chocolat, ensuite ajouter les autres décorateurs, etc. Donc, c'est-à-dire, vous avez un objet initialement qui sait faire des choses, mais je peux lui rattacher des responsabilités dynamiques. Donc, autrement dit, bah, nous sommes en train de créer tout simplement, ça c'est des listes chaînées, tout simplement. C'est une liste chaînée d'objets. Alors, une liste chaînée d'objets, c'est tout simplement un objet qui est lié à un objet, qui est lié à un objet, qui est lié à un objet, etc. Et donc, ici, dans notre cas, le décorateur, c'est que quand j'appelle la méthode X de cet objet lui-même, il va appeler la méthode X de cet objet, qui va appeler la méthode X de cet objet, qui va appeler la méthode X, qui va appeler. Alors, ça, c'est l'idée principale. Est-ce que c'est clair maintenant? Ben, je vois des pouces partout. Alors, surtout celui qui m'a dit qu'il n'a pas compris, est-ce que c'est clair? Voilà, je vois des pouces partout, tout le monde a compris, je suis content. Bon, c'est l'un des patterns qui sont un peu difficiles à comprendre, mais je pense avec cet exemple-là, alors maintenant avec ça, vous pouvez maintenant composer votre... Si vous avez envie de composer une boisson, n'hésitez pas. Monsieur, Oui. mais ça m'a l'air d'être quelque chose qui, si on abuse, on peut perdre facilement le contrôle du flow de notre corps. Parce que, oui. Voilà, si par exemple, on a besoin de faire un ordre, ça fait que bon, des fois on ne sait pas trop le count de quel objet vient avant. J'entends pas bien parce qu'il y a du bruit de votre côté. Oh, j'ai mis en distance. Ah non. Alors, ah ben, tout le monde parle. Vous désactivez votre microphone, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Oui. Alors, bon. Alors, monsieur? Oui. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais en fait, c'est que si on a beaucoup d'enseignements, on risque de perdre le flow du code. Comment est-ce que, quelle méthode compte est appelée en premier par rapport à quelle autre? Est-ce que c'est conseillé d'utiliser dans certains cas de situation, même si ça répond vraiment aux besoins du principe en fait, de l'opérateur? Voilà. Assis Mohamed.
Je veux manger un burger. Alors, coupez le micro, oui. Ah là là. Alors, est-ce que vous parlez du pattern décorateur, c'est ça? Oui, oui, je parle de ce pattern-là. Mais que c'est vous quoi la avez question? présenté. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas entendu. C'est quoi la question? Ouais. La question, c'est est-ce que vous conseillerez l'utilisation euh, Ben, d'un l'utilisation, tool? je vous ai donné Ouais. juste un exemple ici, un exemple de cas. Mais le pattern décorateur, il est présent dans pas mal d'applications. Alors d'ailleurs, vous allez remarquer ici, au lieu d'écrire tout ce code-là, oui, je supprime. Supposons, il y a un client qui vous dit, je veux par exemple un DK au chocolat, au caramel, aux noisettes. Ben, vous allez dire tout simplement boisson, comme ça, égal, new. Vous commencez par le décorateur, chocolat. 2, new, noisette. 2, new, caramel. Vous voyez donc, vous pouvez ajouter encore. Il vous dit, je veux double chocolat, vous lui dites 2 chocolat. Voyez-vous, en fait, new chocolat. Chocolat. Et il vous dit au caramel. New caramel. Et vous voyez donc, vous pouvez mettre new chocolat, de new noisette, de new caramel, de new chocolat, de new caramel. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin? Obligatoirement une boisson, c'est-à-dire new DK. Et vous voyez donc ici, vous avez créé une liste chaînée d'objets comme ça. Alors ici, dans ce cas-là, si vous affichez la description, boisson, .get description, .coup, .get description, ça va vous donner ça. CDK, bien sûr, CDK, c'est la boisson CDK, au caramel, au chocolat, au caramel, en noisette, au chocolat. Au caramel, au chocolat, au caramel, en noisette, au chocolat. Alors ça, c'est le pattern décorateur. Est-ce que ça vous rappelle pas... alors vous savez, il y a une API dans Java qui est l'API Input-Output. Alors, dans laquelle vous mettez, par exemple, vous déclarez un objet de type, vous mettez new buffered, par exemple, new buffered reader, buffered input stream, de new zip input stream, de new file input stream, de new file, un fichier. Alors ça c'est une exception. Vous pouvez un peu. Alors vous voyez donc ici l'API de Java Input Output. Il est basé sur le pattern décorateur. Scanner. Comment? Et les classes scanner. Alors la classe scanner, c'est juste ici vous pouvez mettre ici par exemple new scanner de de system.in. New scanner de etc. de new file par exemple. Bon. Alors ça c'est typiquement c'est le pattern décorateur, parce qu'en fait dans Java les entrées-sorties sont, il y a ce qu'on appelle dans les entrées-sorties il y a ce qu'on appelle les streams de communication et les streams de traitement. Alors les streams de communication, vous avez donc il y a une interface input stream.
stream, dans laquelle vous allez trouver beaucoup de classes. Il y a par exemple file, par exemple, il y a file input stream. Etc. Il y a plusieurs entrées. Par exemple, pour lire à partir d'un fichier, à partir d'un clavier, à partir d'un port serré, d'un port parallèle, etc. Donc ça c'est pour nous c'est les boissons. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les streams les streams de communication. En fait, les streams de communication, c'est les streams qui communiquent avec les entrées-sorties. Et puis, il y a les streams de traitement. Alors, les streams de traitement, donc, vous allez trouver, c'est-à-dire les décorateurs. Alors, les streams de traitement, vous allez trouver donc des streams comme par exemple Input Stream Reader. Par exemple, Input Stream Reader permet de décorer un input stream. Et en même temps, il hérite de input stream. Et là, vous allez trouver beaucoup de streams. Buffered Reader, Zip Input Stream, etc. Alors, tout ça, ça permet par exemple à partir d'un fichier F, de lire, on va lire le fichier caractère par caractère. Et puis, ça devient des chaînes de caractères. Après, on va compresser, par exemple. Après, on va crypter, etc. C'est-à-dire, on peut mettre une chaîne d'objets, on va lire les données, et après, ces données-là, on lit des bytes, ça devient des caractères. Ensuite, on regroupe les caractères, ça devient des chaînes. Ensuite, on peut, par exemple, zipper, on peut compresser, on peut crypter pour les transmettre quelque part. Donc ça c'est un bon exemple du pattern décorateur. Donc il est utilisé dans l'API Java Input Output. Donc c'est d'ailleurs, si vous regardez, oui, je vais vous donner la parole, juste je termine. Alors si vous regardez ici Buffered Input Stream, vous allez trouver Buffered Input Stream Extend Filter Stream. Vous voyez, donc il hérite de input stream. Donc ça, mais en même temps, regardez, il hérite de input stream, il y a une composition avec input stream. Bon, c'est bien le pattern décorateur. Oui. Monsieur, tu peux donner un exemple de ce pattern application? Exemple de ce pattern, exemple d'application. En application. Oui. Oui, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Alors, par exemple, dans l'API Java Input Output, tout le paquet. Toute une application, c'est pas juste une API. Ben, l'application, vous voyez donc cette application-là, par exemple, des boissons. Parce que réellement, comment vous pouvez résoudre ce problème? Alors, vous avez une application, vous créez une application mobile, comme ça, dans laquelle vous allez avoir, il y a les clients qui vont demander des boissons. Alors ici, la boisson B1, par exemple espresso, il y a B2, B3. Bon, vous lui mettez les différents types de boissons qui existent. B5, B6. Et après, en bas, vous mettez les décorateurs. Par exemple, décorateur D1. Ça, chocolat, par exemple, ça c'est caramel, D2, D3, D4, etc. Et bien, avec ça, maintenant, dans votre application, qu'est-ce qu'il y a en fait dans l'application? Derrière l'application, il y a, vous déclarez un objet de type boisson. Boisson. Et après, quand vous cliquez sur B1, ben vous allez avoir boisson, elle va représenter un objet B1, de type B1. Et si vous cliquez sur D1,
Ça veut dire que vous voulez décorer cette boisson avec D1. Bon, c'est-à-dire vous allez avoir un objet de D1. Vous créez un objet de D1 qui va décorer B1. Et vous allez avoir ça. Et puis si vous cliquez encore sur D4, vous allez avoir D4, décorateur 4, qui va décorer ça, qui va décorer D1, et puis D1 décore B1, et après vous allez avoir la boisson, il devient ça. Et vous pouvez combiner comme vous voulez, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, vous avez ici la description, vous affichez ici la description, et ça c'est le coût. Donc à chaque fois vous cliquez sur les décorateurs, vous allez avoir la description qui change, et vous allez avoir le coût qui va changer. Bon, ça c'est typiquement l'un des exemples dans lequel vous pouvez utiliser ça. Parce que quoi l'avantage, il n'y a pas de limite. Je peux par exemple ajouter plusieurs décorateurs. Alors maintenant, le modèle lui-même, il est intéressant. Pourquoi? Parce que s'il y a un nouveau décorateur, il suffit de créer une classe qui hérite de la classe décorateur. On n'a pas besoin de modifier le code source. C'est-à-dire on peut intégrer donc les nouveaux décorateurs sans avoir besoin de toucher le code source. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire dans l'activité pratique. Quand vous allez implémenter cet exemple-là, vous allez voir comment créer une petite interface avec, par exemple, JavaFX, qui permet de vous créer une petite application comme ça, dans laquelle on va essayer donc d'utiliser ce pattern décorateur. Monsieur, Oui. Oui. La classe collection in streams, Oui. est-ce qu'il utilise pattern decorator? Alors en fait, les streams n'utilisent pas les patterns. Ça, c'est d'autres patterns. Parce que le pattern décorateur, si vous voulez, le pattern décorateur, sa particularité, c'est que vous avez, c'est vrai, c'est comme les streams, vous avez des objets qui sont chaînés. Ok? Donc c'est un objet qui transmet les données à un autre objet, etc. Et donc les streams, vous pouvez les implémenter en utilisant le pattern décorateur, tout à fait. Mais également, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour implémenter les streams. Mais le pattern décorateur peut être utilisé pour implémenter les streams. Parce que dans le pattern décorateur, vous avez généralement une méthode X qui appelle une méthode X qui appelle une méthode X. Bon, c'est-à-dire c'est la même méthode qui va être utilisée. Alors que dans les streams, vous pouvez avoir des opérations qui sont relativement différentes entre un objet et un autre. Voilà. Mais ça peut être un bon exemple aussi. Donc l'API Streams. Alors on va la regarder. Alors ici. Donc Stream. Donc l'API Stream, parce qu'ici il utilise la généricité, donc c'est un peu... Alors ici, si vous regardez l'API Stream, vous allez voir l'interface Stream hérite de BStream. Alors ici, il y a plusieurs implémentations. Bon, vous regardez, après il y a différentes implémentations, mais vous pouvez déjà regarder est-ce que... Mais dans l'API Stream, ça je le sais, il y a d'autres patterns qui sont utilisés, additionnels. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Oui, c'est clair. Monsieur, à l'occasion, est-ce que les distributeurs de boissons, bien de café qu'on trouve dans les grandes surfaces, est-ce qu'ils utilisent le même pattern? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, généralement, dites-vous dans votre cas, c'est quoi l'idée? Je veux composer un objet. Dès que vous dites je vais acheter un objet, et après je vais lui dire je veux ajouter ça, je vais ajouter cet objet-là avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, sans limite.
vous allez penser directement au pattern décorateur. C'est clair? Oui, c'est très clair maintenant. Merci. Alors, maintenant, la question qui a été posée tout à l'heure par votre collègue, c'est qui a posé la question, comment on peut supprimer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Qui a posé la question? Je pense et j'en peux plus. Oui, c'est Eusofo. C'est bien. Youssouf. Eusofo, oui. Youssouf, vous êtes encore là? Ah, il n'est plus là. Alors, maintenant, on voit ici, donc on peut ajouter donc c'est-à-dire le décorateur, mais à un moment donné, supposons je voudrais supprimer ça. Parce que sa question, c'était ça. C'est-à-dire, je peux ajouter des décorateurs, mais maintenant, je voudrais supprimer ce chocolat. Ben, pour supprimer le chocolat, c'est comme si vous voulez supprimer un objet dans une chaîne. Vous savez, si vous voulez supprimer un objet dans une chaîne, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre, c'est-à-dire l'adresse. À partir de cet objet-là, je vais prendre l'adresse de cet objet et je vais la mettre directement ici. Et comme ça, directement cet objet-là, il va pointer vers celui-là et celui-là, il est ignoré. Donc, autrement dit, dans mon cas ici, pour avoir, je vais prendre, par exemple, ça c'est l'adresse. Ici, il y a l'objet Espresso, c'est l'adresse mémoire 15. Ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller vers chocolat, je vais regarder la boisson, elle représente 15. Et bien, ce 15, je le mets ici. Si je mets 15 ici, ça veut dire que je ne vais plus pointer vers ça. Je vais pointer directement vers Espresso. Et dans ce cas-là, ici, je vais mettre nul. C'est-à-dire celui-là, il ne représente plus ça. Ben, donc c'est comme ça qu'on peut supprimer un objet d'une chaîne. Bon, pour les gens qui n'ont pas vu comment créer les listes chaînées, en fait, ça fait partie des structures de données, mais c'est comme ça qu'on fait. Alors ici, donc le pattern décorateur, c'est un pattern qui est chaîné dans un seul sens. C'est-à-dire que vous avez un objet qui appelle un objet, qui appelle un objet, qui appelle un objet. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir une liste double chaînée, c'est-à-dire cet objet-là, il pointe vers celui-là, et l'autre pointe également vers l'autre. C'est-à-dire on peut avoir ce qu'on appelle parfois une liste double chaînée. Ça veut dire que je peux naviguer dans ce sens-là comme je peux naviguer dans l'autre sens. Mais ce n'est pas notre cas ici. C'est clair? Youssoufou, est-ce que... Bon... Je ne sais pas si c'est sa question, mais en tout cas, donc c'est comme ça qu'on peut supprimer. Monsieur? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, comment on peut afficher, par exemple, expresso au double chocolat? Directement, sans écrire expresso au chocolat, chocolat. Alors maintenant, ça c'est autre chose. Donc ici, dans l'affichage, vous allez maintenant, dans l'affichage, vous allez avoir en quelque sorte dans la méthode getDescription, il faut la traiter. Par exemple, ici, aller vers la méthode getDescription. On va calculer la description. Et ici, donc, vous allez faire le traitement. Donc, autrement dit, vous allez dire si par exemple, dans la description, il y a au chocolat, vous allez le remplacer par double chocolat. Ok? Oui, monsieur. C'est-à-dire, vous allez... c'est un traitement de chaîne de caractères. Donc, soit que vous le mettez dans la méthode getDescription, ou tout simplement, vous ajoutez un objet, un autre objet séparé qui permet à la fin de filtrer, bien sûr, de filtrer ça. Donc, autrement dit, votre collègue, il dit, au lieu d'écrire des cas au caramel, au chocolat, aux noisettes, au chocolat, ben, je vais mettre ici double chocolat. Au lieu de mettre ça au chocolat, je vais mettre double chocolat.
Au lieu de caramel, caramel, je vais mettre double caramel. Mais je vous laisse ça dans l'activité pratique. Regardez comment vous pouvez arranger ça. Oui. Oui, monsieur, on revient sur la possibilité de supprimer un objet. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de supprimer juste le précédent objet? On n'a Oui. pas une manière dynamique comme quoi supprimer un objet aléatoire sur la chaîne. Oui, oui, c'est tout à fait Est-ce parce que que... c'est possible? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Vous voyez donc votre application. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise ici. Alors, déjà, c'est-à-dire, vous allez avoir, dans votre application, vous allez créer deux variables. Une variable boisson et une variable décorateur, déco. Alors, dans la variable boisson, vous mettez les boissons, les chaînes, etc. D'accord? Et dans la variable décorateur, vous gardez toujours la référence vers le dernier décorateur. Donc, si vous voulez supprimer le dernier décorateur, la même chose. Vous prenez tout simplement, vous prenez ce décorateur, vous prenez l'adresse du décorateur qu'il pointe, vous la prenez, vous la mettez ici, et après, donc, automatiquement, vous supprimez celui-là. Donc, c'est juste, bon, c'est plus des techniques de programmation classique. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le pattern décorateur lui-même. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Voilà. Alors ici, donc, bien sûr, bon, supposons que je veux composer. L'application elle-même, elle est très simple. C'est-à-dire que, supposons si je clique sur une autre boisson, je clique sur la boisson une fois, ben, je vais carrément revenir à une nouvelle boisson. J'initialise le système et je compose. C'est-à-dire, par exemple, le client a demandé, je veux espresso. Je veux espresso avec le décorateur 1, 2, 3. Et après, il me dit, non, je veux supprimer. Ben, je vais pas commencer à supprimer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais cliquer sur un nouveau espresso. Je recommence espresso et après, je compose c'est-à-dire mes ingrédients. Donc ici, donc, je n'ai pas vraiment, pour ce genre d'application, on n'a pas besoin d'aller vers supprimer un ingrédient, sachant que l'opération, c'est juste des clics. Je clique, voilà, je commande, j'envoie la commande. C'est clair? Voilà. S'il vous plaît. Oui. Oui, pour revenir rapidement à la méthode de suppression, est-ce que c'est la même chose que les fils? Oui, les listes chaînées ou les fils, tout ça, c'est comment supprimer un objet d'une file ou bien d'une liste chaînée. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. D'accord, c'est ça. C'est toi, Fofana, qui a posé la question ou Youssoufou? C'était Youssoufou. Je crois qu'il allait prier parce que il est l'heure de. Oui, oui, c'est l'heure de la prière. Oui, okay. Ça marche. Ben, vous lui expliquez après. Bon, il y a l'enregistrement, il va faire revenir à voilà, à l'explication. Bon, voilà. Alors, donc, voilà un autre pattern qui est très intéressant, vraiment astucieux. C'est l'un des patterns auquel c'est très, si vous ne connaissez pas ce design pattern, c'est très difficile de le concevoir vous-même. Donc voilà, donc je l'ai appliqué pour cet exemple-là, mais vous avez les explications. Et après, comme je disais, donc après par la suite, dans les exercices, les TD, vous allez tomber dans des situations. Oui, c'est à vous de savoir dans quel contexte vous allez utiliser ce pattern décorateur. Voilà, donc je vous laisse, on va s'arrêter à ce niveau-là. La prochaine fois, on va faire ce pattern composite, qui est également un pattern qui est encore plus simple. Et on commence à avoir déjà les bases des design patterns à partir de la semaine prochaine. Normalement, dans notre stratégie, on va comme ça. Donc, vous devrez déjà, en termes d'activité, il faut implémenter ça.
Il faut le comprendre. Stratégie, observer, ça c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous avez décorateur, il faut vraiment le travailler, le comprendre, parce que vous avez la démo qui est très claire. Et puis, on va essayer de voir le pattern composite la prochaine fois. Alors, si vous êtes un peu curieux, vous regardez les vidéos sur Classroom, vous avez également l'implémentation du pattern composite. Et puis, on va faire, il y a adapter, c'est très simple, c'est très utile. Il y a le pattern proxy. Et le pattern template méthode. Normalement, quand on arrive là, c'est que ça y est, bon. Après, il y a les patterns builder. Bon, c'est des patterns simples à faire, il n'y a pas de problème. Parmi tous ces patterns-là, déjà, le pattern décorateur, c'est le pattern, on va dire, le plus délicat. Si vous arrivez à le cerner, à le comprendre, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la conception et la programmation orientée objet. Alors, les autres, vous allez voir, c'est à peu près les mêmes concepts qui vont se répéter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On va s'arrêter à ce niveau-là.